Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum international bois construction 2023. Et avec mes deux invités, nous allons parler évidemment de construction bois, mais de construction bois avec des bois peu transformés. Pour en parler avec moi, Nicolas Barthès, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes gérant du bureau d'études Barthès et vous êtes aussi membre de l'IBC. Présentez-nous votre bureau d'études. Alors, un bureau d'études basé entre Nancy et Metz dans le Grand Est. On est 10 personnes, bureau d'études de toute structure, et on intervient sur tous les projets bois sur un rayon d'action national. Donc vous êtes spécialiste du bois, hein, vraiment. Exactement. À côté de vous, Julie Ergotte, bonjour. Bonjour. Julie, vous êtes architecte. Votre agence s'appelle Ergotte et Farabosque. Vous présentez votre agence, s'il vous plaît? Donc nous, on est basé entre Lyon et Mâcon, donc à la limite Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, région Bourgogne. On est 5 personnes et on fait exclusivement du bâtiment passif éco-conçu. D'accord, uniquement. Et du bois, donc. En marché privé. Ce sera important dans l'explication que je vais donner. Que vous allez donner. On va parler de bois peu transformés, de l'intérêt de construire avec des bois peu transformés. Première question, elle est toute simple. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec des bois peu transformés? Alors, historiquement, la transformation du bois avait l'intérêt d'évacuer un certain nombre de défauts du bois qui sont référencés, les nœuds, les gerçures, etc. Où le bois, par le fait que l'arbre pousse, présente un certain nombre de défauts. Et historiquement, l'industrie a toujours essayé d'œuvrer pour enlever ces défauts et homogénéiser au maximum la matière première, dans un objectif de maximiser, entre guillemets, cet usage de la matière première. Aujourd'hui, efficacité, on va dire, industrielle. Efficacité de la matière, exactement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la part de la matière première sur un produit fourni, posé, manufacturé par la main de l'homme, l'intervention humaine, le savoir-faire humain, aujourd'hui, est presque une ressource plus rare que la matière bois. C'est-à-dire que la main-d'œuvre qualifiée pour faire ces opérations-là se fait presque plus rare que la matière première. Et donc, le travail sur le bois peu manufacturé permet, en fait, malgré potentiellement l'acceptation d'un certain nombre de défauts plus importants, peut-être une rentabilité du coup un peu moins importante parce que la présence de plus gros défauts permet surtout une économie sur la main-d'œuvre, sur le temps, car aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques dizaines d'années en arrière, la part de la matière première comparée au temps passé et au temps humain, au coût horaire d'un produit fourni posé est moins important. C'est moins important, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant économiquement parlant. Économiquement parlant. Déjà. Et pour vous, l'intérêt, donc, si on peut compléter ce début de réponse. Alors, pourquoi, j'ai envie plutôt de dire pourquoi pas. Pourquoi la transformer plus si on arrive à faire avec peu d'étapes de transformation? Pourquoi consommer plus d'énergie pour le transformer? Pourquoi le raboter quand c'est pas nécessaire? Pourquoi le déligner encore plus? Alors que si nous, on fait de base avec les listes de sections standards des scieries, plutôt que de demander par exemple des débits sur liste qui demandent du coup un arrêt effectivement de leur chaîne et de leur optimisation, on essaie de se mettre plutôt, de mettre notre réflexion à la disposition de la matière et de ce qui va sortir de la forêt d'abord et de la scierie après, plutôt que de faire l'inverse, de demander à la matière de s'adapter à ce que nous, on va dessiner. C'est-à-dire que vous faites un projet en fonction, non pas... Enfin, vous le faites en fonction de ce qui va sortir, de ce que vous allez avoir, de ce qui est disponible. En fonction de la ressource disponible autour du chantier, ouais. Autour du chantier. Il y a cet aspect local aussi, j'ai l'impression, qui est important lorsqu'on parle de bois peu transformé. Hein. Ouais. On retrouve presque un vocabulaire et un savoir-faire proche de la cuisine, en fait. Alors, moi qui suis originaire du Sud-Ouest, c'est un sujet qui m'intéresse au premier plan, mais c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on a des circuits courts, on a une production et notre travail de cuisinier va être d'aller justement chercher les bons ingrédients dans un tissu de ressources locales, des intervenants locaux, et on va essayer de tirer le meilleur parti de toutes ces ressources-là pour faire des projets. Donc le local est très important.
Oui, alors je veux bien rebondir sur du coup ta comparaison à la cuisine. C'est une comparaison que j'ai fait effectivement dans le texte qu'on a donné pour les actes ici, en faisant une comparaison avec les carottes par exemple, avec les légumes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va autant cuisiner les fans et les plus furs que finalement le cœur du légume, en se rendant compte que y a beaucoup de nutriments aussi dans cette partie-là. Et pourquoi le jeter alors que en fait c'est de l'alimentation, c'est de l'énergie, c'est ce que notre corps a besoin. Ce serait quand même ballot de le jeter. Et du coup, le fait de peu transformer le bois et de travailler aussi sur l'optimisation des scieries, ça va effectivement sur le fait de déjà de couper moins d'arbres, parce que si on optimise mieux chaque grume, on va en couper moins. Donc cette ressource, elle est certes renouvelable, mais bon, elle a quand même un temps long. Il faut un temps Moins long, on en hein. consomme maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait moins de mètres carrés de murs ou de planchers ou de bâtiments en ossature bois, mais c'est de le faire avec le moins de matière possible. On fait plus attention parce qu'il y a aussi l'économie de matière, hein. Il y a un architecte que vous connaissez peut-être qui est Stéphane Cochet qui me disait que le prochain sujet, et le vrai sujet, c'est l'économie de matière, quelle que soit la matière qu'on utilise, y compris le bois. Ouais. Nous, c'est notre quotidien. L'économie de matière, c'est vraiment dans nos projets. Alors, du coup, s'il y a les réalisations qui tournent derrière. Voilà, on va les faire tourner. Voilà. Et vous allez nous expliquer un petit peu, expliquez-nous votre démarche. Alors, l'un des exemples caractéristiques, à l'agence, on essaye le moins possible de mettre des doublages. C'est tout bête, hein. Mais en gros, on s'est dit, le doublage, il sert à quoi? Il sert à planquer les 4 câbles, les 3 tuyaux qu'on peut ramasser et passer dans les 20 cm en pied de mur. Ça prend de la place, ça prend de la matière, ça prend de la main-d'œuvre, ça prend du temps sur le chantier, ça a un coût. Je préfère mettre des matériaux de qualité ou de faire une économie sur l'opération plutôt que d'aller effectivement mettre cette matière qui a consommé beaucoup d'énergie pour être fabriquée, pour être transportée, qui va être emballée, qui va faire du déchet en plus. À la déconstruction du bâtiment, ça fait une étape de plus. Parce que plus on a un multicouche, plus c'est compliqué en fin de vie du bâtiment pour effectivement récupérer les matériaux. Donc en fait, ce doublage, pour moi, n'a aucun intérêt. Il en a ponctuellement pour des questions de feu, pour des questions d'eau, mais partout où je peux ne pas le mettre, je ne le mets pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas de doublage, vous faites comment? Vous mettez la matière brute, vous mettez le bois brut, plus ou moins brut d'ailleurs. Dans les exemples qu'on voit là, alors voilà, ici, cette opération-là, on a l'OSB. C'est-à-dire que l'OSB assure plusieurs fonctions. Il est contreventant. Lui, j'en avais forcément besoin, je ne pouvais pas l'enlever. Donc, quitte à être là, je réfléchis à dire, OK, qu'est-ce que je peux lui donner comme autre fonction? Et du coup, financièrement, il va être carrément plus intéressant. Donc, du coup, là, il sert effectivement de finition, puisqu'on le voit. Il sert aussi de pare-vapeur. Donc, en gros, on a scotché entre les panneaux, on a remis un bois massif, un 20 par 100 devant, et on a notre finition intérieure. Apparemment, on est dans une salle de classe, hein, c'est ça? Oui, ça? c'est ça, c'est dans une école. Dans une école. Comment le maître d'ouvrage, qui devait être la commune, reçoit, alors, on va dire... J'ai précisé tout à l'heure, je fais des marchés privés. Ouais. Et du coup, ça me laisse quand même les coudées beaucoup plus libres. D'accord. Pour faire ce genre de bâtiment, pour embarquer le maître d'ouvrage et d'arriver sur des opérations où finalement le programme il n'est pas forcément écrit. Le cahier des charges, le budget, les choses ne sont pas arrêtées. On a tendance, nous, sur les projets, à arriver très très tôt avec des chefs d'établissement et des OGEC qui disent il me faut de la place, mais voilà, faut nous aider. Et du coup, ça permet, vu qu'on est très tôt avec eux dans la démarche, on peut brasser plein de sujets, y compris le caractère pédagogique de faire une école comme ça et de montrer aux élèves qu'on peut faire autre chose que de mettre du placo, du carrelage ou de la moquette et du plafond démontable. Voilà. Et donc le faire avec de l'OSB, ça rend bien, hein, ça pêche au niveau de la lumière. Il a été blanchi pour être un peu plus lumineux, mais au niveau finition, c'est tout. Vous avez aussi apporté avec vous une carte. Je voudrais que vous nous expliquiez, et elle va arriver à l'écran, comment vous vous en servez et qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette carte. Oui, donc voilà. Du coup, au niveau des opérations, à la fin, on essaie soit de faire des tableaux de volume, soit de faire des cartes de parcours du bois pour montrer. Donc là, par exemple, sur cette école-là, les bois ont fait moins de 100 km entre la forêt, la scierie, le séchage, le passage chez le charpentier, le fait de revenir effectivement sur le chantier. Et du coup, un peu moins de 200 km pour la partie des lamellés collés, puisqu'ils ont dû passer chez Arbonis. Alors, c'est pas très loin de chez nous, donc voilà, ça ne fait pas beaucoup de kilomètres en plus. C'est ça. Et sur la carte de droite, c'est les carrelets de menuiserie extérieure. Donc on a des fenêtres qui sont en bois alu avec du coup des carrelets de chêne rouge de lin. Et donc là c'est pareil, on est à 100 ou à 200 km.
Inférieur à 70 km Voilà, sur les menuiseries. c'est ça. D'accord. Donc en fait, et ça permet d'embarquer le maître d'ouvrage, d'embarquer la maîtrise d'ouvrage en leur disant, bah, voyez, on est vraiment local, c'est vraiment intéressant pour vous. Oui, oui, déjà, c'est de montrer que c'est possible, qu'on a la ressource à disposition. Et alors, ce qui est sympa dans le fait de travailler avec les écoles privées, les OGEC s'attachent toujours à ce que leur construction ait des retombées locales sur le territoire, sur les parents d'élèves, sur ces fonctionnements-là. Nous, on aime bien qu'un chantier aussi, il serve plutôt à son territoire. Et du coup, plus on va acheter des matériaux qui sont issus du territoire local, transformés sur le local, bah forcément, c'est de l'économie, c'est de l'argent qui reste sur le terrain, donc des emplois qui restent sur le terrain. Donc il y a des dynamiques complètes de territoire et des savoir-faire qu'on arrive à conserver. D'accord. De votre côté, vous, comment vous travaillez avec cette idée de bois peu transformé? Oui, alors on rejoint exactement la même... Je vous interromps 30 secondes. On a parlé de bois peu transformé, mais vous me parlez quand même de carrelait et vous me parlez quand même de lamellé collé. J'en reviens vers vous après. Le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. Après, il y a certaines, effectivement, sections, les croix de contreventement, où on a besoin de lamellé collé. Donc on en met le moins possible, mais par contre, quand c'est nécessaire, on n'est pas bené non plus. On ne va pas mettre des sections de dingue ou rajouter des poteaux dans des espaces qui ne peuvent pas les avoir. Donc voilà, on n'en utilise pas beaucoup, mais on en utilise un peu quand même. Voilà. Un minimum. Allez-y. Alors sur la méthode, on rejoint exactement les mêmes processus et c'est assez étonnant. Bon, là, il y a un petit panel de projets sur lesquels on a travaillé et qu'on a suivi déjà depuis un certain nombre d'années, depuis la petite halle de Bertrichamp en haut à gauche qui a beaucoup été publiée. Alors je précise d'ailleurs, ça me fait penser cette slide que je représente aussi Christophe Aubertin, avec qui j'ai travaillé sur tous ces projets-là, architecte à Nancy du collectif Studio Lada, bien sûr, et avec qui on a développé toutes ces démarches-là depuis la halle de Bertrichamp, voilà, toujours où on a rencontré les acteurs, on est allé chercher les bois en forêt, etc. Moi, je suis toujours assez étonné dans ces échanges-là avec les maîtrises d'ouvrage finalement presque leur découverte de tout ce tissu d'acteurs locaux autour d'eux. Exactement, qu'ils n'avaient pas forcément identifié parce que pris voilà, tous par un train-train. Et le fait de leur faire presque découvrir ces métiers de la première transformation, voire de la forêt, le nombre de projets de Bertrichamp à la Halle à Annecy, où les élus, faire défiler les images, où les élus découvrent en fait que la scierie du coin, tout ce qu'elle fait, tout le service qu'elle peut rendre. Voilà. Donc voilà, là, on a une belle charpente, une belle poutraison. Ouais. Donc ça, c'est le gymnase de Jean Lamour à Nancy, où là, je voulais surtout aborder le fait que le projet s'adapte aussi à la matière. Et donc la ressource, le bois peu transformé doit tenir compte de la présence d'un certain nombre de défauts du bois, et donc l'architecture va forcément être un peu plus expressive pour tenir compte de ces contraintes là. Donc des bois courts, de petites sections qui permettent en fait dans l'agrume, pour limiter la transformation, de s'adapter et d'évacuer un minimum les défauts tout en apportant le moins d'action sur le bois à l'origine. Et donc, en plus c'est esthétique. Alors voilà, donc c'est un travail après qu'on a développé avec Christophe sur, on le voit là, une certaine quand même densité de matière, ça trame un peu plus, on a cette rythmique de bois qui s'adapte en fait à la longueur des bois disponibles en bois massif, et donc on n'hésite pas effectivement à surdensifier ce rythme-là, et on s'aperçoit que finalement, au lieu d'espacer beaucoup les portiques en lamellé collé, ce rythme-là sur le bois massif donne aussi voilà, une ambiance, une texture et un confort d'usage, parce qu'on a toujours ce rapport à la matière qui est d'autant plus présent par cette densité, par cette vision du bois, et notamment du bois massif, qui est beaucoup plus présent dans ce genre de projet. Y compris dans les cloisonnements, dans les voilà, menuiseries. Donc là aussi, on rejoint la même stratégie, où même les locaux de rangement, même le mobilier, on fait la part belle à des bois pareil, surtout issus du massif vosgien, là, pour tout ce qui est résineux.
Voilà. Là, nous sommes dans les Vosges, là, nous sommes dans l'Ain, à peu près. Exactement. Ok. On continue un petit peu là, sur cet aspect peu transformé. Là, on a peu de mal à mêler coller. Et tout est. En fait, on adapte plus l'architecture au bois qu'on va trouver. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Exactement. On part de cette contrainte-là parce que c'est quelque chose qu'on porte dès le début, en fait, dans le cadre de la conception du projet. Et on sait que cette contrainte de bois court, de petites sections, on va devoir travailler avec ça, composer avec ça, pour répondre quand même aux exigences, bien sûr, des programmes de nos maîtres d'ouvrage. Et c'est ce travail collaboratif-là qui fait souvent, pour nous, l'intérêt des projets et aussi la réussite des opérations, tant bien sûr économique que fonctionnel, esthétique et tout ce qu'il y a derrière. Donc là, nous sommes dans les Vosges, donc on est plutôt sur du résineux. Ou est-ce que vous utilisez aussi des feuillus? Et de votre côté, est-ce que vous utilisez des feuillus? Allez-y, et puis. Alors oui, je pense au hêtre parti. Bien sûr, au hêtre, il y a eu beaucoup d'opérations. On a utilisé beaucoup de hêtres, notamment dans les Vosges et autour d'Épinal, avec le collectif Terre de Hêtres d'Épinal. On avait construit à l'époque même des expériences avec beaucoup d'usage de hêtres en bois massif. Pour des habillages, pour de la structure, pour plein de choses et pour être un peu manifeste de cet usage possible du hêtre. Aujourd'hui encore, on trouve des projets qui font la part belle à ce matériau. On a aussi beaucoup d'autres feuillus, notamment le chêne, le châtaignier, qui sont assez développés finalement dans l'Est et qu'on trouve de plus en plus, y compris dans des projets de réhabilitation, rénovation. On utilise aussi beaucoup de chênes. Je rebondis là sur ce qu'on voit à l'image. Hein. Ça, c'est le marché couvert. Hein, oui, voilà, ça c'est le marché couvert de Saint-Dizier, où en fait il y a ce parallèle aussi avec la pierre et des blocs de pierre aussi, du coup assez peu transformés, juste sciés, et où le bois permet de souligner et d'habiller l'espace de ce marché couvert. Tout en bois massif. Tout en bois massif aussi, exactement, à l'intérieur. Et donc il y a ce rapport entre la pierre peu transformée, finalement, juste des blocs disqués, et le bois également. On a pris une crume, on les a juste sciés. Et on a à peu près les mêmes interventions. Alors c'est pas la même matière, mais on voit que dans l'architecture et dans la conception, on a tenu compte de ces contraintes-là pour se les approprier, pour en faire un projet, quoi. Alors de votre côté, comment vous vous appropriez les bois justement, qu'ils soient résineux ou feuillus? Alors, je veux bien rebondir d'abord sur ces images avant de vous répondre, je me permets. On parle effectivement de bois peu transformé, mais c'est pas uniquement ça. Nous, c'est pareil, on utilise des blocs de pierre massive aussi parce que c'est une ressource qu'on a. On a des carrières de Bourgogne, notamment de Comblanchien, de Lanvigne. Elles sont à côté et c'est une matière qu'on transforme très très peu, qui consomme très peu d'énergie, qui n'a pas besoin d'être cuite, d'être chauffée. Donc on est toujours dans on applique la même démarche à la pierre que ce qu'on applique au bois ou au chanvre. Enfin voilà, on n'est pas, ou à la paille. Voilà, on n'est pas. Le mariage se fait très bien entre ces différents matériaux. C'est très cohérent, c'est ça. Pour le réemploi, c'est pareil. C'est aussi des gisements locaux qu'on va finalement mettre à un endroit peu transformé, voire pas transformé, et qu'on va remettre dans le chantier. Donc biosourcé, géosourcé, réemploi sont tout à fait cohérent, et ce qu'on dit là sur le bois s'applique de la même façon. Voilà, et avec le même aspect local, hein, c'est-à-dire vraiment le circuit court, comme votre carotte de tout à l'heure. C'est ça. Après, sinon, donc, pour répondre effectivement à votre question, on utilise résineux et feuillus. Dans les cartes que vous avez vues, la carte de gauche était sur du Douglas, la carte de droite était sur du chêne, donc sur du chêne rouge de lin. Et la carte de gauche était plus sur le massif de Douglas qu'on a dans le Haut-Beaujolais. D'accord, donc ça, ce sont les bois que vous utilisez tous les jours, voilà. Dire. Dans les slides, voilà, celle-là, parfait. Oh là là, oui, votre équipe est vraiment au top. Là, vous voyez, donc c'est pas de l'OSB que vous voyez en mural, c'est du contreplaqué peuplier, mais qui est utilisé, enfin c'est la même explication que ce que j'ai expliqué pour l'OSB, à part qu'elle n'a pas la fonction par vapeur, donc il y a une membrane qui est derrière, mais sinon on est sur le voile travaillant du mur qu'on a utilisé du coup en finition. Là on est sur le siège social de la coopérative forestière Coforêt, à la Mure-sur-Azergue, donc en plein dans le territoire effectivement de
de forêt et ils avaient besoin que le bâtiment soit un petit peu un showroom de ce qu'on peut faire avec différentes essences. Les essences autour. Et effectivement, là, si on n'avait pas utilisé le contreplaqué peuplier, on aurait utilisé soit de l'OSB, soit du 3 plis, dont on allait moins gérer la provenance des bois. Là, effectivement, notre contreplaqué, il vient de chez Drouin, donc c'est dans la Sarthe, c'est pas à côté, mais c'est forcément moins loin que si on avait pris un 3 plis où on est sûr et certain que ça allait être des bois, effectivement, bois du Nord dedans. Donc là, effectivement, donc sur cette opération, on n'a pas fait une carte, on a fait un tableau de volume, alors que je ne vous ai pas envoyé, hein, mais où on a mis effectivement les distances, les cubages, et avec l'explication de pourquoi on a utilisé telle matière à tel endroit. Voilà. Mais à chaque fois avec des bois peu transformés, hein, on est toujours dans la même idée d'utiliser ce qui est disponible, la ressource disponible sur place, comme on le faisait. Ouais. Là, on voit sur cette slide, hein. notamment, quand on ne met pas de doublage, on a ce qu'on appelle donc nous une plinthe épaisse en pied de mur qui fait 20 cm de haut par 6 cm d'épaisseur. Et du coup, tous les fluides passent dedans. Et du coup, ça nous sert aussi pour les boîtes d'encastrement au niveau électricité. Les électriciens, on les prévient en disant, surtout, c'est pas la peine de commander des boîtes étanches sur nos opérations, vous n'aurez pas de membrane à traverser. Donc voilà, c'est des petits détails qui, financièrement, finissent par compter à la fin du chantier. Et on est capable de sortir des opérations, vous voyez, avec des menuiseries en bois dans une école, avec toute cette démarche, avec nos petits artisans locaux, en n'étant pas plus cher. Voilà. On n'est pas plus cher et on est beau en plus. Ça, je vous laisse juger. Voilà, on a du bois et on a envie d'y Là, être. vous voyez en plafond, donc cette slide-là, on aime bien utiliser de la volige, parce que pour le coup, c'est vraiment le truc, mais de base de la scierie. Et là, en haut, par exemple, on l'a mis sur champ dans un réfectoire. Donc on est sur un plafond hautement performant en acoustique, puisqu'on a énormément de surface d'absorption. Par contre, on n'est pas parti chercher un produit allemand ultra designé, réfléchi, avec plein de machines pour le fabriquer. Là, tout le budget de ce plafond est resté sur le territoire. Il est resté sur le territoire. Bah écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de bois peu transformés et de beaux projets en bois peu transformés. Merci. Nous a fait une petite démonstration avec des cartes. C'était parfait. Merci beaucoup. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires, le magazine Woodsurfer, le Forum international Bois Construction bien sûr, et notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.